Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec un programme un peu particulier parce que nous avons deux invités ce soir. D'abord Thierry Mariani, bonsoir, tête de liste du Rassemblement National et de la droite populaire dans notre région pour les régionales qui arrivent. Et vous êtes accompagné de votre tête de liste départementale parce que c'est comme ça que fonctionne le scrutin, Alexandra Masson. Bonsoir. Dans les Alpes-Maritimes, on parlera de votre parcours, des propositions, de ce qui se passe évidemment chez vos adversaires, les Républicains et la République En Marche. Et puis on parlera aussi du deuxième grand titre de ce Grand Direct, le choc à Avignon après la mort de ce policier qui intervenait hier soir pour tenter d'interpeller des dealers. Il a reçu des coups de feu mortels. Et moi, le procureur de la République s'est exprimé il y a quelques instants pour faire le point sur l'enquête. Le tireur est toujours en fuite. Voilà pour le programme. Il y aura des choses un petit peu plus légères dans la deuxième partie de ce Grand Direct avec nos reportages notamment consacrés à l'hôtellerie de luxe qui reprend du poil de la bête puisque les réouvertures s'enchaînent. Mais d'abord on va commencer avec l'actualité politique et l'actualité tout court de ce Grand Direct. Alexandra Masson, Thierry Mariani, je vous salue à nouveau. Avignon, le Vaucluse que vous connaissez bien, c'est votre terre. J'ai été maire de Nord-Vaucluse, j'ai été conseiller général et j'ai été député pendant 20 ans. C'est surtout malheureusement le deuxième fonctionnaire de police qui se fait assassiner dans des conditions totalement inadmissibles en 12 jours. Voilà. Et Avignon, ça peut sembler une image idyllique de loin avec le Palais des Papes, le festival, mais c'est en réalité petit à petit une ville qui sombre dans la violence, comme beaucoup de villes en France, comme beaucoup de nos villages. La rue des Teinturiers, où le drame s'est produit, c'est en plein centre-ville. C'est pas dans des quartiers reculés ou quoi que ce soit. Donc on est partagé à la fois entre l'émotion, parce qu'on pense bien sûr à ses deux enfants, à sa famille, à ses collègues, et puis la colère, parce que on a l'impression que désormais c'est presque un fait, je dis pas quotidien, mais ça devient une banalité, les agressions contre les policiers. Des fois des agressions qui finissent par un drame, comme à Avignon, comme à Rambouillet, mais ne l'oubliez pas, c'était Le Monde du 22 février qui rappelait qu'il y a par jour en 2019 85 agressions de représentants des forces de l'ordre. Donc on est dans un pays où désormais les forces de l'ordre sont devenues une cible et aujourd'hui on se résigne à cette situation alors que c'est une situation qui est totalement inadmissible. Alors on fera le point sur l'enquête, on retrouvera sur place Manon Mujica et puis on sera avec Bruno Bartocchetti plus tard dans cette émission du syndicat Unité SGP Police pour parler de cette affaire, de ses répercussions et de la souffrance de la profession. L'actualité du jour politique, c'est la présentation de la tête de liste dans les Alpes-Maritimes pour les régionales qui va mener donc la liste RN droite populaire. C'est vous, Alexandra Masson. On reviendra sur les autres têtes de liste également, mais vous avez un parcours à droite. Au RPR, chez les LR, l'UMP, et donc vous franchissez le pas. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous qui êtes avocate dans la vie, qu'est-ce qui vous a décidé à vous présenter et à soutenir donc Thierry Mariani? Dans un premier temps, l'état du pays. On vient de le voir, ce qui se passe à Avignon est quand même un événement dramatique, un de plus, il y en a quasiment un par jour actuellement. Moi je pense à ces familles endeuillées, à tous les collègues policiers de cette personne qui a été assassinée, qui demain vont partir sur le terrain la peur au ventre. Et tous les jours en France, il y a des policiers qui sont menacés et qui partent sur le terrain pour défendre les citoyens, la peur au ventre. Donc aujourd'hui, votre famille historique, les LR, ne répondent plus à ces enjeux sur les propositions qu'ils peuvent faire ? Non, ils répondent absolument plus en rien à des propositions concrètes. La seule personne aujourd'hui qui répond avec des propositions vraiment concrètes sur le sujet, ça reste Marine Le Pen. C'est pour ça que j'ai souhaité d'ailleurs m'engager avec Thierry Mariani, qui m'a proposé de tirer cette liste avec lui dans les Alpes-Maritimes. Alors, c'est une dimension importante quand même aussi, les profils que vous avez tous les deux, parce que vous venez de la droite,
qu'on a appelée traditionnelle pendant longtemps. On est sur une terre chiracienne, sarkozyste ensuite. Il y a une volonté de présenter un spectre plus large que ce que pouvait représenter à un moment Marine Le Pen, Thierry Mariani. Le choix de Marine Le Pen, c'est d'ouvrir en réalité, j'allais dire, à des partenariats avec tous les gens qui, quelle que soit leur histoire. Moi, j'ai été, je vous le rappelle, et vous le savez, tête de liste en 2010 contre le Rassemblement national. Mais le Rassemblement national de 2021, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'était ce mouvement il y a 15 ans. C'est un mouvement qui s'est rajeuni, c'est un mouvement qui s'est ouvert. Regardez en Occitanie, c'est mon ami Jean-Paul Garot, magistrat, qui conduira la liste. Et donc, vous voyez dans toutes ces listes régionales des militants historiques du Rassemblement national, avec des profils que chacun connaît dans leur région, mais aussi très souvent des anciens, on va dire, d'une certaine droite populaire, sûre de ses valeurs. Moi, j'ai adhéré au RPR à l'époque parce qu'il y avait des gens comme Charles Pasqua ou Philippe Seguin. Aujourd'hui, je cherche en vain leur héritier dans le mouvement des Républicains. Et des gens qui aujourd'hui se disent on ne peut plus laisser le pays. Mais même des profils comme Éric Ciotti, vous le connaissez bien, Alexandra Masson, aujourd'hui, et on va y revenir, parce que Christian Estrosi a annoncé son départ des Républicains, ce qui est aussi une forme de séisme, même si on l'attendait depuis un moment. Éric Ciotti, par exemple, il a une ligne dite dure qui se rapproche sur les valeurs du Rassemblement national. Et de la droite populaire. Bien sûr, le problème d'Éric Ciotti, ce n'est pas son discours, c'est la mise en application de son discours. C'est une personne que je connais bien, que je fréquente, je suis entrée au RPR en 1988, donc je le connais quasiment depuis cette époque-là. C'est une personne qui, chaque fois qu'il doit franchir l'obstacle de mettre son discours en application, est incapable de le faire. Donc il fait le dur dans les médias, il essaye de montrer qu'il a des muscles, et en réalité, il ne fait rien. Qu'est-ce que vous dites à Éric Ciotti, vous, Thierry Mariani? Il ne rejoindra pas la liste niveau soutien là pour cette... C'est trop tard, parce que mais je sais, vous l'avez dit ce matin, et puis voilà. C'était pas la question, mais très clairement, aujourd'hui, il va y avoir un choix qui va se poser pour tous ces responsables-là. Je pense à votre ami Lionel Lucas, aussi, avec qui vous avez fondé la droite populaire et qui est maire à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, on est prisonnier d'un schéma qui a été arrêté du temps de François Mitterrand et Jacques Chirac, où le mouvement que nous avons rejoint désormais serait infréquentable, dangereux, etc. Quand j'écoute les épithètes dont on m'affuble, notamment du côté d'En Marche, je suis un candidat dangereux, comme aurait dit le général de Gaulle, je ne vais pas commencer une carrière de dictateur à 62 ans, quoi. Voilà. Et donc, en réalité, ces gens-là sont très proches de nous, comme Éric Ciotti, comme Guillaume Pelletier. Moi, je leur dis, et je le disais avant de quitter les Républicains, il faut commencer à dialoguer, il faut commencer à bâtir une majorité ensemble. Vous savez, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy. Pourquoi très souvent on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on avait promis avec Nicolas Sarkozy? Parce que dès qu'il y avait certaines mesures dures mais nécessaires qui étaient proposées, dans ce cas-là, vous aviez une partie des centristes qui disaient « Ah ben non », vous aviez les gens qui venaient de la gauche qui avaient été pris comme au titre de l'ouverture, Fadela Amara, Bernard Kouchner qui disaient « Ah ben si vous faites ça, on quitte le gouvernement ». Et résultat, la droite n'a pas réalisé son programme. Je dis sous forme de boutade, mais c'est malheureusement la réalité. On avait promis le Karcher, on n'a pas branché le tuyau. Et donc, pourquoi on doit travailler, quelle que soit la formation, avec des gens comme Éric Ciotti, parce que s'ils sont sincères avec leurs convictions, c'est avec nous qu'on peut appliquer leur programme. Quand vous faites de la politique, le but, c'est pas d'être élu. Le but, c'est d'appliquer le programme qu'on souhaite. Aujourd'hui, pour vous, il y a trois pôles dans la politique. La droite, que vous incarnez, avec une partie donc, des LR qui seraient compatibles. Le centre, avec une partie des LR aussi qui rejoignent La République En Marche et François Bayrou. Et puis, la gauche. Oui, absolument. Vous savez, n'oubliez jamais qu'en 2002, quand l'UMP a été créée, c'était la fusion de l'UDF et du RPR. Et il y a toujours eu dans la droite française deux traditions, qui est une sorte de droite populaire, les universitaires disent bonapartiste, mais qui est attachée à l'autorité de l'État, qui est attachée à la nation, qui est attachée à l'importance et au rôle de la France, et puis une droite plus, c'est pas péjoratif dans ma bouche, plus bourgeoise, plus tournée vers les milieux économiques, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit l'état du pays, je ne vais pas rappeler ce qui se passait à Avignon, parce que le pire c'est que ça se passe tous les soirs, quoi. Heureusement, ça finit par moments beaucoup moins dramatiquement, mais je vous rappelle quand même qu'on sort d'un épisode où
Pendant 10 jours, on avait à Tourcoing, en banlieue, etc., des épisodes où c'était la chasse aux flics pour certains. Et donc aujourd'hui, il est temps de remettre, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village et que ce pays retrouve un minimum d'ordre, de cohérence et de justice. Parce que dans ces affaires, moi je pense qu'à chaque fois, on a le ministre de la police qui arrive, de l'Intérieur, lapsus, qui arrive et qui dit « je vais rajouter des policiers ». Ça ne changera rien. Qu'est-ce qui s'est passé quand on voit les jugements à Viry-Chantillon ou à Champigny? Des gens qui avaient agressé des policiers, qui par moments avaient essayé de les tuer, ont eu des peines extrêmement légères. Aujourd'hui, on sait très bien que le problème dans ce pays, c'est la justice où par moments les délinquants sont considérés toujours comme des victimes par certains magistrats. Et là, il y a vraiment quelque chose à changer. Sinon, les policiers peuvent risquer leur vie sur le terrain, faire le maximum. Mais si les gens qu'ils arrêtent sont remis en liberté quelques années après, alors qu'ils n'ont pas changé, eh bien la situation continuera de s'empirer. On va évoquer vos propositions et vos priorités. Deux questions d'abord sur le contexte politique pour terminer. On va revenir évidemment sur le psychodrame, mais ça fera l'objet d'une seule question. Une question peut-être à tous les deux, d'abord sur ce que pourront faire à la fois les barons locaux dans les Alpes-Maritimes. David Lisnard a dit qu'il ne ferait pas campagne. Éric Ciotti, c'est la guerre ouverte avec Christian Estrosi, on va y revenir. Est-ce que vous pensez bien que les électeurs pourraient se tourner vers vous et que ces personnalités-là pourraient jouer un rôle aussi, sans le dire clairement, mais en n'appelant pas en tout cas à voter pour Renaud Muselier? Alors, ce qui est clair prioritairement, c'est qu'on appelle, nous, les électeurs qui aujourd'hui sont déçus, à voter pour nous. C'est une évidence. D'ailleurs, depuis hier, j'ai reçu beaucoup d'appels de gens, même de l'UDI, qui me disent « j'ai été au Gengis Gardien, je ne peux pas être en marche, j'ai toujours voté à droite. Ce qui se passe aujourd'hui est insupportable pour moi. Je voterai pour vous. » Donc, il y a évidemment des tas d'électeurs qui vont venir voter pour nous. Maintenant, ce que feront les barons locaux, si tant est qu'il reste des barons locaux, j'en sais rien. On est dans une série Netflix où il y a une saison qui sort tous les 2 jours actuellement nouvelle. Donc je ne sais pas ce qui sera décidé avant la sortie des listes. On le verra bien. Là-dessus, Thierry Mariani, sur ce qui vient de se passer, d'abord Renaud Muselier qui scelle une alliance, enfin plutôt Jean Castex, Renaud Muselier qui rétropédale, qui récupère l'investiture LR, Hubert Falco qui quitte le parti, le maire de Toulon, et c'est désormais donc Christian Estrosi qui quitte le parti. Très honnêtement, vous frottez les mains quand vous voyez ce qui vient de se passer là en 4 jours. Très honnêtement, je me dis que les Républicains sont rentrés en soins palliatifs, quoi. Aujourd'hui, on assiste à la fin d'une histoire. Vous savez, regardez... 2 choses. Le communiqué de Christian Jacob, quand il retire l'investiture à Renaud Muselier, la première étape. Il y a 6 lignes. Dans les 6 lignes, il dit qu'il ne fallait pas d'accord avant le premier tour. Les accords de premier tour sont interdits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au 2e tour, ils savent très bien qu'ils feront des accords. En réalité, ce qu'on reprochait à Renaud Muselier, c'est d'avoir fait les choses trop tôt. Et puis, 2e réunion, et là, on dit, on demande à Renaud Muselier de ne pas prendre des gens qui soient ministres sur la liste. C'est-à-dire, en clair, il peut faire une alliance avec En Marche, mais il faut pas de parlementaire et pas de ministre. Voilà, il faut le faire discrètement, que ce ne soit pas trop visible, etc. Non, aujourd'hui, Renaud Muselier est le candidat de La République En Marche. Moi, ce qui m'intéresse, à la limite, j'ai un profond respect pour tous les élus de cette région. La plupart sont des amis. Ils feront ce qu'ils souhaitent faire. Mais moi, je m'adresse aux habitants de la Côte d'Azur, des Alpes ou des Provençaux, pour leur dire, regardez qui incarne vos convictions. Et quand Renaud Muselier dit c'est une élection locale, soyons sérieux 2 minutes. Quand vous êtes, comme je le fus, maire de Valréas, 8000 habitants, oui, c'est une élection locale. Et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 millions d'habitants et en plus l'une des régions les plus médiatisées. C'est évident que si demain Renaud Muselier gagne, je suis prêt à vous parier avec vous que le premier à faire un communiqué de succès, ce sera Jean Castex ou Emmanuel Macron. Et donc, aujourd'hui, c'est aux électeurs d'abord de faire un choix régional. Parce que le paradoxe, c'est qu'on est maintenant à 1 mois et demi de cette campagne qui a pas vraiment commencé sur les têtes de la région. C'est ça. Et donc, nous, on va y venir dans cette émission. On va y venir. Non, mais c'est pas à vous que j'en veux, c'est aux tergiversisations nationales. Alors, juste quand même, pour terminer sur ces petites bisbilles, enfin petites, grosses, chez les Républicains, votre directeur de campagne, Philippe Vardon, qui était élu régional, ne manque pas d'humour, il était ce matin devant l'hôtel de région avec d'autres membres, voilà, on voit ces images. Il a remis une carte d'adhérent d'honneur à Renaud Muselier du parti En Marche, parce que c'était l'anniversaire aujourd'hui de Renaud Muselier. On va l'écouter, Philippe Vardon, il explique le fondé de sa démarche. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Renaud Muselier.
Et nous sommes venus avec les élus du groupe Rassemblement National au Conseil régional lui offrir ce dont il rêve, sans doute depuis longtemps, mais vous savez, parfois on rêve de choses, on n'ose pas se les offrir soi-même. Alors on est venu lui apporter ce dont il rêve, c'est-à-dire la carte de la République en marche. En réalité, on est en train d'assister dans notre région à une grande clarification politique. On le voit avec cette liste d'alliances qui est en train de se nouer avec la République en marche. On le voit avec le départ d'Hubert Falco des Républicains, le départ peut-être à venir aussi de Christian Estrosi. Aujourd'hui, clairement, Renaud Muselier, dans ces élections régionales, est le candidat de l'Élysée, est le candidat de Matignon, est le candidat macroniste, le candidat de la République en marche. Alors nous sommes venus pousser la logique jusqu'au bout avec ce petit cadeau, cette carte de membre d'honneur de la République en marche. Voilà, Philippe Vardon, l'un de vos directeurs de campagne avec Frédéric Bocaletti qui était aussi là, le Varois et le Niçois. Je voudrais vous montrer ce qu'a tweeté du coup Renaud Muselier en réponse. Vous l'avez vu, je ne vais pas vous l'apprendre. Renaud Muselier qui était à Avignon et voilà sa réaction. Pendant que les élus FN prenaient le temps d'un petit coup de com' à Marseille-Hillard, je me trouvais aux côtés des collègues du brigadier assassiné hier soir par un dealer à Avignon. Il marque un point ou pas là, Renaud Muselier ? Non, je ne pense pas. Je veux dire, il est président de région, c'est son rôle d'être aux côtés des policiers, voilà. Et je serai, moi aussi, à la rencontre des policiers à Avignon, qui est mon département, je vous le rappelle. Après, c'est vrai que ça lui permet de sourire quand on fait ce geste de remise de carte d'honneur. Mais excusez-moi, cette carte d'En Marche, il la mérite. Il la rêve, comme dit Philippe Vardon. Voilà, la campagne, malheureusement, ne s'arrête pas parce qu'il y a un drame de plus. Au contraire, j'ai envie de vous dire, elle doit s'accélérer parce qu'il faut que notre région change. Et justement, dans notre programme, on a inscrit une priorité que Renaud Muselier évoque à chaque fois verbalement, mais qu'il n'a pas réalisée, qui est la sécurité. Alors, on va y venir, parce que vous avez des propositions déjà là-dessus. Il y a une part de votre programme que vous dévoilerez dans quelques jours, notamment sur les questions économiques. Avant cela, une question sur l'affrontement qui risque d'avoir lieu dans les Alpes-Maritimes avec Christian Estrosi, directement, jusqu'à preuve du contraire. Il reste sur la liste de Renaud Muselier. On a évoqué des changements de tête de liste, mais pour l'instant, selon nos informations, Christian Estrosi restera à la tête de liste dans les Alpes-Maritimes. C'est un duel qui ne vous effraie pas ? Oh non, absolument pas. On est là, c'est pas d'ailleurs un duel, c'est un duel qui va être idéologique. Et ça, c'est important. Moi, je suis très heureuse que Christian Estrosi clarifie la situation aujourd'hui. Pour une fois, il a une forme de cohérence. Ça fait déjà plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, qu'il rêve d'aller avec M. Macron. Il rêve certainement de rentrer dans le gouvernement de M. Macron. Et aujourd'hui, c'est même parfait qu'il ait fait ça aujourd'hui, maintenant, avant la sortie de sa liste. Comme ça, les choses sont plus claires. Ah oui. Ça, il faut lui reconnaître. Pour une fois, il a été clair. Alors, côté proposition, parce que c'est vrai que nous, observateurs et électeurs, on attend aussi le débat d'idées qui tarde un peu à apparaître. D'abord parce que le casting n'est pas complet. On ne sait toujours pas vraiment ce que va faire la gauche. Voilà. Et puis, il y a ce psychodrame qui a alimenté la chronique. D'ores et déjà, sur la question de la sécurité, même si ce n'est pas une compétence de la région, vous souhaitez recruter, notamment dans les transports. Ça n'a pas été suffisant sur la précédente mandature ? Non, aujourd'hui, on a une police des transports qui est à 100 personnes. Si on fait le rapport en population avec la région parisienne, à population équivalente, on devrait avoir 500 personnes en région parisienne, où pourtant il y a encore des progrès à faire. On dit très clairement que dans nos priorités, il y aura le renforcement de la sécurité dans les transports, avec l'embauche de 70 agents supplémentaires par an, pour arriver aux 500 à la fin du mandat, c'est-à-dire qu'on fera aussi un état des lieux à la fin de chaque année, parce que notre région est aujourd'hui en état de sous-protection dans les TER. Et je voudrais simplement faire un rapport de chiffres, parce que des fois on cite des chiffres mais qui ont un sens quand on les met côte à côte. Savez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes. Savez-vous qu'à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier et Christian Estrosi ont embauché entre le cabinet, les annexes du cabinet et le service communication 77 personnes en ces 5 ans, parce que le rapport, en réalité, il manquait la dernière année. Pendant ce temps-là, ils ont embauché 75 personnes dans les transports. Voilà. Ma priorité pour moi, si on arrive à la présidence, à la direction de cette région, c'est d'abord la priorité de la sécurité des passagers dans les transports, plutôt que la communication du président ou de son président délégué. Deuxièmement, on peut agir dans les lycées. Vous savez que dans les lycées... Les médiateurs qui ont été mis en place, c'est pas une bonne idée. Oui, on a créé ce qu'on appelle, Renaud Muselier a créé ce qu'il appelle la garde provençale. La garde lycéenne, pardon, la garde lycéenne.
Le système des médiateurs, c'est très proche du système des grands frères. C'est-à-dire qu'en cas de problème, ce n'est pas le moyen approprié pour établir la sécurité. Nous, on veut de véritables agents de sécurité. On expliquera dans notre programme comment on les organise pour qu'ils puissent être opérationnels très vite à 3 lieux par région en cas de problème. Et vous verrez d'autre part que, troisième point, on propose pour les communes, parce que le premier acteur en matière de sécurité, l'État ne peut pas tout faire, ce sont les communes. On a vu par exemple à Fréjus ce qu'a fait le maire. Eh bien, on propose un contrat avec les régions où chaque fois qu'il y aura 1 euro investi dans la sécurité par les communes, que ce soit pour des équipements, la vidéosurveillance, etc., la région abondera d'1 euro. Y compris pour les communes toutes petites qui souvent sont totalement laissées à l'écart. Voilà, pour nous, la sécurité sera véritablement une priorité. Financièrement, je regardais les chiffres, Renaud Muselier a désendetté la région, notamment sur sa capacité de remboursement. Est-ce que là, le bilan n'est pas bon non plus ? De mémoire, il est à 12% d'endettement supérieur. D'accord, mais il était à 10 ans de capacité de remboursement, on est passé à 6 ans. Oui, mais parce que les taux sont bas, etc. Donc là non plus, dans la gestion des deniers publics Non, c'est ce qu'on expliquera pendant cette campagne. Le bilan n'est pas du tout tel qu'il est présenté. Si vous me permettez de citer une anecdote, et j'espère que les journalistes vérifieront les faits. L'avant-dernière séance du Conseil régional, Monsieur Renaud Muselier annonce, et puis j'ai une nouvelle à vous annoncer, ça m'est tombé tout seul sans que je le demande, on va avoir le prix d'une des 6 régions européennes qui a le mieux géré la crise du Covid, et ça nous est donné par la Commission européenne, le comité des régions et 5 commissions, enfin bref, on ne sait pas par qui. Je me dis, moi, avec simplement une question de bon sens, comment l'Union européenne peut attribuer un prix pour les régions qui ont le mieux géré le Covid en pleine crise du Covid, alors que ce n'est pas fini. Et puis, je suis député européen, je sais comme lui comment marche à peu près l'Europe. Je cherche à Bruxelles où est ce fameux prix. En réalité, il n'y a jamais eu de prix des régions qui ont le mieux géré la crise du Covid. Il a obtenu le prix au comité des régions, où je rappelle accessoirement qu'il dirige la délégation française, de la présentation du meilleur plan pour accompagner les entreprises en respectant les critères européens. Il n'y a aucun rapport avec le Covid. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu la méthode Estrosi, c'est-à-dire en train d'expliquer en permanence qu'on est les meilleurs, les plus beaux, etc. Donc dans cette campagne, il y aura aussi un rétablissement de certaines vérités. Une question sur la culture, oui. Alexandra Masson. Vous la posez aussi, hein, Thierry Mariani, mais vous l'avez évoqué dans vos priorités. Le monde culturel, en tout cas c'est ce que dit Renaud Muselier, a apporté son soutien aux candidats. Vous avez longtemps frayé dans les milieux culturels à Nice, au CEDAC notamment. Est-ce que vous allez faire jouer aussi là vos contacts, le monde culturel que vous avez côtoyé pour aller sur un terrain qui traditionnellement n'a pas toujours été celui de la droite populaire et du Rassemblement national? Alors, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, moi, j'ai organisé beaucoup d'événements culturels, j'ai présidé beaucoup d'associations culturelles à Nice et dans les Alpes-Maritimes, mais pour rassurer là aussi encore et les électeurs évidemment et les partenaires du monde culturel, je pense que Thierry Mariani comme moi, on a 2 excellents exemples comme quoi la culture sera un point fort dans notre programme et on sera un rempart à toute cette idéologie idiote qui est de dire effectivement la droite populaire, le Rassemblement national, ils ne sont pas pour la culture. Thierry a dirigé pendant des années un certain nombre, l'éco-régie d'Orange. J'ai été vice-président de la culture pendant 9 ans dans le Vaucluse. Voilà, donc il a une expérience. Moi, j'ai organisé pendant 12 ans sur la ville de Nice la Nuit des Galeries. J'ai présidé pendant plus de 15 ans le groupement des CEDAC, effectivement, dans lequel on avait pléthore d'activités culturelles. J'ai remis le Grand Viglione à l'honneur pendant des années. Enfin, j'ai fait énormément de choses. Je suis avocate de plusieurs artistes de l'école de Nice. Je trouve aberrant, par exemple, que quelqu'un comme Ben ait dû aller sur la commune de Blois pour avoir une fondation, alors qu'on a des artistes merveilleux avec une vraie entité enracinée. Et ça, on fera la promotion de tout ça. Alors, je veux rassurer tout le monde. Je veux faire un petit parallèle qui parfois est osé, mais souvent on dit qu'au Rassemblement national, on ne rassure pas le milieu économique ni le milieu culturel. Est-ce que vous avez déjà pris attache avec
les grands responsables de chambres, les chefs d'entreprise. Et pareil pour le milieu culturel, Thierry Mariani. Est-ce que vous pensez qu'il va falloir lancer une opération séduction ou les retours que vous avez sont plutôt bons? Mais d'abord, le milieu culturel, on est à leur disposition s'ils veulent nous rencontrer. Après, comme vous, j'ai vu cette lettre signée, qui vient du cabinet de Renaud Muselier, quand même. Quand il faut le lire, c'est assez original comme démarche. C'est le cabinet de Renaud Muselier fait circuler une lettre où on demande aux acteurs de signer. Je peux vous dire qu'il y en a 2 qui m'ont téléphoné en me disant on a un peu le couteau sous la gorge, quoi. Si on ne signe pas, après on a peur d'être tricard. Voilà, ceux qui voudront nous voir avant la campagne, nous verrons. On a un certain nombre d'acteurs culturels qui sont toujours prisonniers du schéma. Le Rassemblement national, c'est des dangers pour la culture, etc. Alexandra a une vraie expérience dans le domaine culturel. Et moi, je me permets de rappeler que j'ai été pendant 9 ans président d'un petit département qui s'appelle le Vaucluse, où les festivals comme Avignon, l'Écorégie ou d'autres sont pléthores. Pendant 9 ans, j'ai été président de la commission culture et tourisme. Voilà, que je sache, il n'y a vraiment eu aucun problème, mais les acteurs culturels, y compris ceux qui étaient diamétralement opposés politiquement à mes idées, ont eu plutôt à s'en féliciter. Quand est-ce qu'on connaîtra votre programme économique, alors, dans la même veine? Donc, je pense début dans 15 jours, 3 semaines. Voilà. Mais le problème, c'est que pour le moment, on a l'impression de faire la campagne locale tout seul, quoi. Donc, on ne veut pas aussi être les premiers à tout déballer, si je puis dire. Et donc, on attend enfin que cette campagne commence. Moi, ce que je crains, c'est qu'on voit que la gauche a du mal à s'entendre. Bon, je ne suis pas là pour les aider, c'est leur problème. Et puis, je crains qu'en réalité, on aille de rebondissement en rebondissement sur la liste d'En Marche, Renaud Muselier, avec le soutien plus ou moins des Républicains, jusqu'au 17 mai. Parce que je suis prêt à parier avec vous que quand on aura la totalité des noms qui seront dévoilés de ces listes, je ne serai pas surpris que la fameuse condition de pas de parlementaire ou pas de ministre ne soit pas respectée. Vous pensez à Sophie Cluzel? Je pense à Sophie Cluzel, je pense à des parlementaires. Loïc Dombreval, je pense que ce que voulait surtout Renaud Muselier, c'était gagner du temps dans cette commission. Il s'est engagé à ne pas en prendre. Écoutez, rendez-vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà dans ces 2 têtes de liste qu'il a annoncées, puisqu'il y a déjà 6 têtes de liste départementales pour chaque liste, 2 têtes de liste sont déjà ouvertement des soutiens de Macron. Christian Estrosi, qui s'en est jamais caché, qui au moins est honnête et clair. Et puis, je le rappelle, Chantal Éméout, qui soutenait aussi Emmanuel Macron. Donc, quoi qu'il arrive, avec ou sans parlementaire, c'est déjà une liste entre La République En Marche et les Républicains. 3 minutes pour terminer sur une question majeure aussi, mais vous aurez le temps, j'imagine, de développer vos propositions. Le transport qui reste un grand enjeu dans les Alpes-Maritimes. C'est une question que je vais poser à tous les deux, parce qu'il y aura une question très spécifique sur le département des Alpes-Maritimes et une question plus globale. Il va falloir gérer l'ouverture à la concurrence sur le rail. Est-ce que vous y êtes favorable, vous aussi? Le processus est engagé. Et quel type de relation souhaitez-vous entretenir avec la SNCF? Est-ce que je suis favorable à ce processus? Bien sûr, puisque j'ai lancé les premiers jalons quand j'étais ministre des Transports. Voilà. Donc je suis favorable à ce que le meilleur service soit rendu aux usagers, et pour cela, je crois en la concurrence. Je rappelle en plus que quand j'étais ministre des Transports, j'avais mon homologue allemand qui était de Bavière, qui me disait « mais pourquoi tu te plains de la qualité dans ta région ?» En Bavière, c'est une filiale de la SNCF qui fait un excellent boulot et qui a remporté les marchés. Ce qui veut dire que quand nos cheminots sont en concurrence, ils peuvent être très bons. Donc, quels seront nos rapports avec la SNCF? Ce sera d'abord, il y aura, j'allais dire, une mise en concurrence. Si la SNCF emporte le marché ou si une autre compagnie emporte le marché, ça veut dire qu'ils doivent tout simplement respecter le cahier des charges qui leur sera présenté, c'est tout. Et le cahier des charges qui leur sera présenté, c'est quand même un service nettement amélioré pour le voyageur. Aujourd'hui, dans notre région, on le sait, il y a eu quelques progrès avec cette mandature, vous voyez, je le reconnais, mais on est encore loin de la moyenne nationale. La dernière question sera pour vous, Alexandra Masson, toujours sur la question du transport. Il y a un nœud dans les Alpes-Maritimes. Il y a l'immense projet de pôle multimodal porté par Christian Estrosi. Est-ce que si demain vous arrivez aux affaires, il faudra continuer à soutenir ce projet qui verra arriver notamment le TGV?
Écoutez, on n'a pas de position à arrêter. Il faudra bien évidemment débattre, parce qu'on arrive, il faudra qu'on prenne connaissance des dossiers, parce que là, on a des généralités, mais il faudra rentrer dans le fond des dossiers, parce qu'on n'est quand même aujourd'hui pas au pouvoir dans cette région. Et quand on arrive et qu'on vient après une majorité, on commence déjà par faire un état des lieux. C'est comme ça dans tout dossier. Vous savez, moi, je suis avocate. Quand j'ai un dossier qui arrive sur mon bureau et qu'on me demande de le défendre, je commence déjà par regarder les pièces qu'il y a dans le dossier. Et c'est ce que nous ferons en priorité sur ce dossier. Donc, nous n'avons aucun avis arrêté au moment où je vous parle. Merci beaucoup à tous les deux. Thierry Mariani, tête de liste régionale pour le Rassemblement national et la droite populaire en PACA. Alexandra Masson, tête de liste départementale. Je vous rappelle, on vote par département pour des listes départementales. Alors c'est un peu confus cette année parce qu'il y a en même temps les élections départementales, mais vous serez bien donc candidate pour les régionales. Merci à tous les deux. Vous restez avec moi juste le temps de partir à Avignon parce que c'est le prochain gros dossier de ce grand direct. On en a parlé au début de cette émission. On va rejoindre Manon Mujica et Yentel Criado. Vous le savez, un policier a été abattu hier soir lors d'une intervention. Il tentait d'interpeller des dealers. Avant de faire le point sur l'enquête, eh bien, Manon Mujica vous rappelle les faits. C'est un banal contrôle de stupéfiants qui a tourné au drame. Il est 18h30 mercredi soir lorsqu'une équipe du groupe départemental d'intervention est appelée après le signalement d'un attroupement rue du Râteau. L'endroit est connu pour abriter un point de deal. Sur place, l'équipe assiste à un échange de drogue. L'un des policiers tente d'interpeller le dealer qui sort une arme. Il fait feu à de nombreuses reprises, touchant par 2 fois le policier qui s'écroule. Le dealer qui a pris la fuite en courant ou en trottinette selon différents témoins. Les autres agents ont prodigué à la victime les premiers soins avant que les secours ne prennent le relais pour tenter de réanimer le policier en vain. Eric, c'est son nom, est décédé à l'âge de 36 ans. Il était pacsé, père de 2 enfants âgés de 5 et 7 ans. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Avignon hier soir. Il a salué la victime, un héros mort dans la lutte contre les stupéfiants. Voilà pour le point sur les faits. À 17h, le procureur de la République a évoqué l'enquête parce que le tireur est toujours en fuite, vous l'avez entendu. C'est toujours Manon Mujica et Yentel Criado qui sont aux commentaires. C'est l'image poignante de cette journée. Dans le calme et l'émotion, les policiers sont venus déposer des fleurs ici, à l'endroit où l'un des leurs a perdu la vie. Au lendemain de l'assassinat du policier tué par balle dans le centre-ville d'Avignon, l'heure est au recueillement. C'est tout un quartier qui est encore sous le choc. Ça n'arrive pas souvent, enfin encore heureux que ça n'arrive pas souvent, mais ouais, c'est choquant. Je travaillais juste à côté et d'un coup on a vu tous les policiers passer. On n'a rien compris jusqu'à qu'ils nous ont dit ouais, barrez-vous, cachez-vous. Ça m'a vraiment choqué parce que c'est tranquille, c'est le centre-ville d'Avignon. Et on était vraiment surpris de voir de la violence, en tout cas des actes qui ont eu lieu hier en fait. Je me dis franchement, on n'est pas dans un monde tranquille quoi. Le quartier est bouclé, la police scientifique a procédé durant toute la matinée à des prélèvements sur la scène du crime. La victime, le brigadier Éric Masson, ne portait plus son gilet pare-balles lors de cette intervention. Il venait de le retirer après une mission terminée à Carpentras. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Le procureur de la République a tenu une conférence de presse à 17h. Une personne a été placée en garde à vue. Cette personne, c'est la cliente toxicomane que le brigadier Masson venait de contrôler. Et son audition est toujours en cours à cet instant, puisque c'est un témoin important ayant été témoin direct de la scène de meurtre. Au moment où je vous parle, le meurtrier du brigadier Éric Masson n'a pas encore été interpellé, mais ne doutez pas un seul instant que tous les moyens seront mis en œuvre à cette fin. Nous le devons à sa famille, ainsi qu'à tous les policiers et gendarmes qui luttent quotidiennement contre le trafic de produits stupéfiants et qui, encore une fois de plus, ont payé un lourd tribut pour notre protection. Le procureur qui qualifie l'acte de meurtre et qui n'a pas donné davantage d'informations sur l'avancée de l'enquête, menée désormais par plusieurs dizaines de policiers spécialisés de Marseille, Nîmes, Montpellier et Avignon.
Voilà pour les derniers éléments donc après cette conférence de presse, notamment du procureur de la République. Pour en parler ce soir avec nous, Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police, responsable de toute la zone sud. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un nouveau moment difficile pour la profession puisque c'est l'un d'entre vous qui tombe. Et oui, encore une fois, on perd un des nôtres dans d'autres circonstances que les attentats terroristes, mais d'une manière très difficile pour nous. Il a été abattu très froidement, avec beaucoup de lâcheté. Vous savez, il y a évidemment beaucoup d'émotions, il y a aussi beaucoup de colère. On va peut-être y revenir dans l'interview, mais là, on pense à la famille, à ses enfants. C'est terrible pour nous de voir dans quelles circonstances un policier perd la vie. Ces 5 dernières années, c'est 80 policiers et gendarmes qui ont perdu la vie en service. Depuis les attentats terroristes de 2015, on est à 12 policiers qui ont perdu leur vie. C'est très dur pour la profession, c'est vraiment très dur pour nous. Est-ce que selon vous, cette affaire témoigne d'un vrai durcissement des conditions de travail des policiers? Il fut un temps, pas si lointain, où on pouvait intervenir sur un lieu de deal sans que de coups de feu soient tirés. On a l'impression qu'il n'y a plus de barrière et qu'il n'y a plus de peur de l'uniforme. Ah là, vous savez, notre société est très violente, tout le monde s'en rend compte. Ça commence chez des très jeunes avec des provocations, des insultes, des crachats à l'endroit des policiers. Bon, en plus c'est banalisé malheureusement aujourd'hui dans notre système, mais la population nous soutient parce qu'elle sait que nous sommes en danger et la population elle-même est en danger. Et pour répondre à votre question, lorsqu'on parle de circulation de stupéfiants dans les endroits sensibles, même ailleurs d'ailleurs, parce qu'il y a la conquête du territoire pour ces dealers sur les centres-villes, et on le voit en Avignon. Ce trafic de stupes entraîne aussi un trafic d'armes. Vous le voyez, on tire à la Kalachnikov en pleine journée pour montrer qu'on occupe un territoire. Donc il y a, comme je vous ai dit, de l'émotion, il y a la colère également, parce qu'en face de nous, nous avons des voyous capables de tout, ils nous le prouvent encore aujourd'hui. C'est pour cette raison que aujourd'hui, quand on a un braqueur et qu'on le présente à la justice, ce dernier est traduit à la cour d'assises et il prend 10-12 ans, c'est 15 ans maximum. Un dealer, c'est 2-3 ans et encore s'il purge sa peine. Donc aujourd'hui, c'est peut-être pas la seule manière d'enrayer ce problème-là, loin de là, mais c'est de répondre aussi avec des sanctions très sévères. Mais sans parler, sans aller, vous voyez, jusqu'au meurtre, à l'assassinat, comme on le vit actuellement. Mais dès qu'un policier est touché, l'auteur doit être sanctionné sévèrement et très rapidement. On ne peut pas attendre 1 an que ce dernier soit convoqué à justice pour avoir un rappel à la loi. C'est vraiment plus supportable. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant de voir arriver Gérald Darmanin à chaque fois sur les lieux des agressions avec une vraie réactivité, mais est-ce que finalement, vous n'attendez pas plus des actes que des paroles? On a l'impression, quand on vous interroge en tout cas, c'est pas un avis personnel, c'est après avoir interrogé quelques policiers, que les actes ne sont pas au rendez-vous malgré les renforts annoncés. Voilà, de toute façon, c'est pas avec des renforts de police qu'on va enrayer le problème des stupéfiants aujourd'hui, ça c'est sûr. On va être présent pour le service public, pour les victimes, peut-être pour travailler un peu plus en sécurité. Toutefois, vous avez souligné effectivement que Gérald Darmanin vient à la rencontre des policiers et c'est la moindre des choses et c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre. Mais vous savez, le président de la République est venu sur Montpellier récemment avec Gérald Darmanin. Ça aurait été bien que le ministre de la Justice le suive aussi pour voir dans quel état sont les tribunaux. Et ce qui serait aussi intéressant, bien évidemment, ce serait, mais là, certains élus qui tirent sur, vous voyez, qui vocifèrent à l'endroit de l'institution de la police sont aujourd'hui bien muets. C'est tellement facile de casser une institution républicaine comme la police nationale quand on est un député républicain pour après se taire très lâchement là aussi. Aujourd'hui, on attend que tous les élus, voilà, tous les députés, pas de politique, on en a marre de cette récupération politique, se lèvent et travaillent maintenant pour sauver, je dis bien pour sauver la République. Nous sommes, très sincèrement, j'apprends rien à personne, nous sommes en danger dans notre République, nous sommes en guerre avec le terrorisme, nous sommes en guerre face à la circulation des stupéfiants. Il faut que ça cesse maintenant, il faut vraiment trouver des solutions, tout le monde doit trouver des solutions et arrêtons cette récupération politique parce que nous la connaissons trop bien dans nos rangs.
Un dernier mot sur le climat. Alors évidemment, fort heureusement, d'ailleurs, les incidents qui ont émaillé la vie des policiers dans notre région ces derniers mois n'ont pas été aussi tragiques. Néanmoins, des voitures de police sont caillassées. Dans certains quartiers, impossible de rentrer sans être prise à partie. Il y a un climat quand même, et particulièrement dans le Var, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes. On a beaucoup d'affaires de ce type-là ces derniers mois. Oui, bien évidemment, on a bien vu qu'avant, lorsqu'on parlait de stupéfiants, on pointait du doigt Marseille, mais là on voit bien que ça touche toute la région, ça vient jusqu'à Nice, bien sûr, jusqu'à Toulon, et c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années que ça glisse sur ce terrain-là. On est très exposés, nous policiers. Vous savez, tiens, je prends des simples rassemblements, hein, on le voit, des rassemblements de gilets jaunes, et je ne pointe pas du doigt les gilets jaunes, bien vous avez des casseurs qui infiltrent ces manifestations avec des boules de pétanque pour nous tuer. Si on n'est pas casqué, on a des morts dans nos rangs. Donc aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est d'en découdre avec la police, mais d'une manière très violente, au point de vouloir les tuer. Je peux vous garantir que quand on recherche des policiers dans les réseaux sociaux pour donner l'identité et pour qu'on puisse les retrouver et les maltraiter, c'est certainement pas pour jouer au Scrabble avec eux, vous comprenez? On est exposé, nous sommes en danger. Et si la police est en danger, vous voyez dans quel état peut être notre population aujourd'hui. C'est vraiment très grave. Vous parlez avec n'importe quel policier qui a de l'expérience, il ne reconnaît pas sa société, il ne reconnaît pas sa police. C'est très compliqué de travailler aujourd'hui pour défendre le service public et pour répondre efficacement à tout ce qui nous agresse au quotidien. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir accepté cette invitation ce soir. Syndicat Unité SGP Police, responsable de la zone sud. Évidemment, on va suivre de près les évolutions de cette affaire et l'avancée de l'enquête. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Également, dans l'actualité de ce jeudi, la colère qui monte chez les lycéens, notamment dans notre région. Des blocus étaient organisés à Marseille, notamment dans les Alpes-Maritimes, en cause les conditions d'enseignement, forcément, mais aussi les dernières déclarations du ministre de l'Éducation nationale sur les épreuves de philosophie pour le baccalauréat. Reportage à Drappe, dans les Alpes-Maritimes, de Claudia Olivier. Réunis ce matin devant le lycée René Goscinny de Drappe, une cinquantaine de lycéens ont manifesté pour demander la mise en place d'un contrôle continu pour le baccalauréat. Après cette année marquée par la crise sanitaire, les lycéens sont inquiets pour leur avenir. Le programme, on n'a pas du tout fini, on n'est pas prêt, on n'a pas assez de méthodes et du coup on n'est pas prêt à passer des épreuves. On joue notre scolarité cette année et on est un petit peu perdu encore une fois et on espère que ça va s'arranger assez rapidement. Moi personnellement je suis en première, le bac de français a un très gros coef. Si je le rate, j'ai presque raté mon bac. Un mois de coupure, cours en distanciel ou encore demi-jauge. Selon ce professeur d'histoire-géographie, certains établissements n'ont pas totalement joué le jeu. Conséquence, l'augmentation des inégalités entre les lycéens. Ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu un cadrage ministériel qui impose finalement à tout le monde les mêmes règles de fonctionnement et donc la même modalité de présentation de l'ensemble de nos élèves au même examen. Hier, le ministre de l'Éducation, Michel Blanquer, a annoncé que pour l'épreuve de philo du bac, la note de contrôle continu sera retenue si elle est meilleure que celle de l'examen. Les syndicats lycéens s'y opposent. Pour nous, c'est juste une manière de tasser le mouvement lycéen qui est en train de naître. On pense que monsieur le ministre de l'Éducation nationale nous craint, qu'il a peur du mouvement qui est en train de naître. La suite, on l'attend, mais une chose est sûre, tant que monsieur le ministre n'écoutera pas nos revendications, nous, on ne lâchera pas. La colère dans les lycées monte depuis quelques jours. Une mobilisation nationale à l'appel des syndicats de lycéens est prévue lundi prochain. Autre colère, celle du personnel médico-social de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Un peu comme les infirmiers réanimateurs, ils réclament plus de reconnaissance pour leur profession. Valentin Rodriguez. Des inégalités qui perdurent. Depuis octobre dernier, le secteur médico-social est dans l'attente d'une revalorisation salariale, nommée le complément de traitement indiciaire. Contrairement au personnel soignant en milieu hospitalier, leurs salaires n'ont pas été augmentés malgré leur implication. Ils s'estiment comme les grands oubliés de la crise sanitaire. Grâce à leur bagarre, à leur mobilisation, ils ont obtenu le versement à partir du 1er juin, mais sans effet rétroactif. Ça installe de fait une inégalité de traitement,
ça met des activités comment dire, pas attractives. Donc derrière, c'est bien au détriment des missions, du service public et de la réponse aux besoins des usagers qui, je le rappelle, sont des usagers vulnérables, souvent précaires et confrontés à des dures réalités de la vie en termes sociaux. Une centaine de personnes est concernée par le CTI, évalué à 183 €. C'est le cas notamment de Jean-Paul, 42 ans, qui travaille dans le secteur médico-social depuis 15 ans. Suite à ça, bon, il y a trois membres de l'équipe qui sont partis, donc l'équipe tourne en sous-effectif. On a du mal à recruter parce que c'est 183 € en moins pour les gens qui veulent postuler à ces postes-là, et sachant qu'ils vont être précarisés pendant 2, 3, 4, 5 ans avant d'éventuellement d'avoir un CDI ou d'être titulaire. Donc il n'y a personne qui accepte, ou du moins ils viennent en premier temps pendant un an et demi, et ils s'en vont parce qu'ils sont épuisés de cette situation. C'est-à-dire qu'on précarise des professionnels qui devraient intervenir à lutter contre la grande précarité. C'est que ça, c'est impossible. Une manifestation devant l'Agence régionale de santé devrait être organisée le 18 mai prochain. Et on va retrouver la politique et Renaud Muselier, dont on a parlé avec Thierry Mariani tout à l'heure, avec son costume de président de la région. Il était hier dans le Var, dans un camping, pour lancer la saison touristique de l'hôtellerie en plein air. C'est Alexis Ricard qui était du côté de Saint-Raphaël. Renaud Muselier, actuel président de la région Sud, était en visite hier dans le Var pour visiter un camping. Ici, tout est prêt à l'approche de la saison estivale. Les réservations, justement, reprennent doucement. C'est alors l'occasion de faire un geste commercial pour fidéliser ses premiers clients. Nous avons réouvert l'établissement début avril. Nous ne pouvons pas ouvrir ce magnifique parc aquatique juste en dynamique, en mode dynamique, c'est-à-dire avec un maître nageur qui organise des animations du sport, etc. Donc on va dire que les piscines sont pour le moment fermées. Toutes les autres activités, vous avez accès au terrain de tennis, vous avez accès au mini-golf, vous avez accès après à tout ce qui est à l'extérieur. En ce moment, nous n'avons que 12 familles sur l'établissement, sur 495 normalement en capacité maximale. Donc c'est vrai que sur les 19 hectares, ils ont quand même un parc immense que pour eux tout seuls. Je pense que c'est beaucoup de chance. Donc nous avons opté de les surclasser et de leur donner tous un jacuzzi. Le tourisme et notamment l'hôtellerie de plein air sont des atouts majeurs pour la région Sud. Un bon démarrage est crucial. Et donc là maintenant, on prépare la réouverture. On a un calendrier, enfin, on a une méthodologie que l'on va mettre en place, on a des professionnels qui sont adaptés et les réservations font en sorte qu'ils viendront plutôt chez nous qu'ailleurs. C'est quand même 11% de notre produit intérieur brut, ce sont des emplois directs. Le calendrier de déconfinement prévoit une réouverture des cafés et autres restaurants le 19 mai, mais c'est surtout l'accueil des touristes dès le 30 juin qui est attendu. Voilà pour donc ce lancement de saison de l'hôtellerie de plein air. Un autre type d'hôtellerie qui lui aussi se prépare. Le Negresco a déjà rouvert d'ailleurs à Nice, c'est l'hôtellerie de luxe. Vous l'aurez compris, et dans notre région, les palaces sont nombreux. À Cannes, notamment le Martinez qui va rouvrir demain et tout le monde est prêt ou presque. Dernier préparatif aujourd'hui, suivi par Claudia Olivier. Le vôtre, celui-ci ? Non, le vôtre, le dessus, oui. Finir les plis des lits, nettoyer les vitres, enlever ce qu'il reste de poussière. Heidi, gouvernante générale de l'hôtel Martinez à Cannes, veille à ce que tout soit parfait avant la réouverture de demain. Aujourd'hui, c'est des derniers préparatifs, je veux dire, il faut bien vérifier déjà les arrivées de demain. Est-ce qu'il faut commander des fleurs? Est-ce qu'on a tout en stock pour fonctionner les 15 prochains jours? Les 170 salariés permanents de l'hôtel sont prêts à accueillir de nouveau les clients. Vaccination des employés, gestes barrières ou encore distanciation sociale. Un protocole sanitaire strict a été mis en place pour assurer les clients ainsi que le personnel. Le protocole sanitaire, c'est vraiment le maître mot de cette réouverture. Un gros rappel a été fait à nos équipes, des formations ont été faites à nos équipes. Il est important qu'on soit intransigeants nous-mêmes avec nos équipes et avec nos clients pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Pour le directeur de l'hôtel, Yann Gillet, cette réouverture est aussi un moyen d'anticiper la saison estivale. C'est pour ça qu'on démarre et on veut préparer les équipes à, je pense, une saison qui va être très très forte, qui va être très romantique, mais aussi très intense, comme l'année dernière. Donc c'est plus simple quand on a déjà quelques semaines déjà de préparation, d'anticipation. Tout est donc presque prêt pour l'ouverture du Palace prévue demain. Une cinquantaine de clients sont déjà attendus pour ce week-end.
Allez, on passe à l'initiative du jour. C'est un très beau projet que porte Thierry Gras. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes coiffeur à Saint-Zacharie et fondateur surtout de l'association Coiffeur Juste. Alors vous récoltez un peu partout en France les chutes de cheveux de vos confrères et consoeurs pour réaliser des boudins qui absorbent des hydrocarbures. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors comment vous est venue cette idée-là? Parce que évidemment, maintenant qu'on l'a en tête, on voit l'intérêt, mais pour avoir l'idée, il fallait se creuser les méninges. Oui, si on veut, mais en fait, ça avait été utilisé en 78 au naufrage de la Moko Cadiz en Bretagne, donc il y a quelques années. Et après, ça a été complètement abandonné. Et en fait, c'était une vertu du cheveu oubliée. Et c'est quand même dommage quand on voit qu'on jette plus de 4000 tonnes de cheveux par an en France, et je parle qu'en France, alors que c'est une matière première dont on peut faire, qui a plein d'utilisations. Et la première est le fait de dépolluer les océans. Alors avant de parler de la méthode et de la façon dont vous vous organisez, je regardais un peu les chiffres. C'est quand même assez incroyable. Il y a 4500 salons adhérents, ce qui représente 10 000 coiffeurs qui participent à cette opération en France et même en Europe. Comment vous avez fait? C'est grâce à vous, c'est grâce aux médias. Alors, en fait, si vous voulez, on a répondu à une question que les clients nous posaient à nous coiffeurs tous les jours. Et en fait, en passant dans un média, c'était en Savoie, la vidéo a été énormément vue. Et en fait, les clients, les coiffés, sont allés chez leur coiffeur en leur disant, leur posant la question habituelle, mais qu'est-ce que vous faites de vos cheveux? Et le coiffeur qui disait, non, je les jette. Et donc la cliente va lui dire, mais non, il ne faut plus les jeter. Il y a l'association Coiffeur Juste qui les récupère pour dépolluer les océans. Alors comment sont confectionnés ces boudins? Parce que une fois, dans l'idée, on a compris, on récolte, ça doit être confectionné quelque part dans un entrepôt ou dans un atelier, mais entre le fait de l'envisager et la réalisation, il y a quand même un gap. Alors c'est en partenariat avec comment ça s'appelle, l'IAE et la VAF du Var, qui est un centre de réinsertion par le travail, qui en fait nous a aidés, parce que l'idée de Coiffeur Juste, c'est de faire confectionner les boudins par ces centres-là, donc de réinsertion. Et donc c'est en fait le principe est tout simple, c'est un collant et on y met des cheveux dedans. Et ensuite ils seront mis, pour les premiers boudins, ils seront mis dans les fonds de cales de bateau, parce qu'en fait dans les cales de bateau il y a toujours des hydrocarbures qui sont rejetés dans les ports. Et voilà, et en fait et l'idée c'est que ça soit de l'économie circulaire locale, ça veut dire que dans toutes les régions, des centres d'aide par le travail puissent fabriquer les boudins et que les cheveux dépolluent dans chaque région. Vous l'avez dit, il y a une dimension d'écologie du quotidien, parce que vous avez parlé de la Moko Cadiz, des marées noires, etc. Mais l'exemple que vous venez de donner, les cales de bateau, en fait, est assez révélateur. C'est l'objectif, au départ, en tout cas, d'absorber des petites pollutions. Tout à fait, parce qu'en fait le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut répondre en cas comme on avait déjà fait pour le Wakashio au mois d'août l'année dernière, on a les capacités d'envoyer une grosse quantité de boudins pour les marées noires, mais l'idée c'est vraiment de s'occuper des pollutions qui sont, ces micro-pollutions qui sont constantes et qui sont finalement énormes, qui ne sont pas très visuelles, mais qui sont constantes. Donc il y a les boudins de fond de cale pour les bateaux. On est en train aussi de fabriquer des tapis de cheveux pour les eaux d'écoulement de pluie, parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus gros polluants des océans, ce sont les fleuves, parce qu'ils captent tous les hydrocarbures qui sont tout le long des ruisseaux, des rivières, et ça finit à la mer. Financièrement, c'est cher. Comment vous proposez ces solutions et à qui vous les proposez? Est-ce que ça s'adresse plutôt aux particuliers ou aux collectivités, par exemple? Alors, dans un premier temps, ça sera proposé par les ports, d'ailleurs le port de Cavalère, qui est notre port pilote, aux plaisanciers, sachant que c'est des boudins, ça sera un double, il y aura 2 boudins, pour que le plaisancier puisse mettre un boudin dans son bateau, et au moment où il change de boudin, il mettra l'autre. Et en fait, on va mettre en place aussi, parce qu'on a signé un partenariat avec une société de dépollution, si vous voulez, pour récupérer ces boudins souillés, puisqu'une fois qu'ils sont pleins d'hydrocarbures, il faut en faire quelque chose. Donc, cette société se propose de les récupérer, de les laver pour les ramener dans les ports. Ce qui va nous permettre aussi... Je vous en prie, allez-y, terminez.
Ce qui va nous permettre aussi, en plus, de quantifier, parce que ça n'a jamais été fait, la quantité d'hydrocarbures qui n'aura pas été rejetée dans les ports. Alors vous l'avez dit, le port pilote, c'est Cavalère. On peut envisager un déploiement à pleine puissance quand c'est en marche? Oui, mi-juin. Mi-juin, on va proposer des produits finis. Et pour qu'en fait, parce que l'idée, c'est qu'on soit prêt avant la période estivale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir prendre l'air chez nous. Et sortir en bateau notamment, oui. Tout à fait. On a le port de Port-Cros qui est très intéressé, puisque l'année dernière, ils ont eu des gros problèmes avec un afflux énorme de plaisanciers qui n'avaient pas trop l'habitude de parc naturel. Et donc, du coup, l'idée, ça serait que le port de Port-Cros propose à tous les gens qui s'amarrent autour de Porquerolles les boudins de cheveux. Dernière question, Thierry Gras, comment le client peut reconnaître un salon qui est partenaire? Ça peut peut-être intéresser les gens de participer plus qu'indirectement, puisque c'est leurs cheveux, mais est-ce qu'il y a un signe distinctif devant les devantures? Oui, tous les salons, donc les 4800 salons membres de l'association, parce que ça augmente tous les jours, ont un autocollant d'identification en vitrine. Donc, c'est inscrit, partenaire. Voilà. Et on a aussi un site internet qui est sur www.coiffeurjuste.com où tous les salons adhérents sont référencés aussi. Merci beaucoup Thierry Gras, président de l'association Coiffeur Juste depuis Saint-Zacharie dans le Var. Une très belle aventure et donc pour les plaisanciers de notre région, peut-être ces boudins à base de cheveux qui seront utilisés dès cet été. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. On va terminer ce grand direct avec Napoléon. On en a parlé longuement hier, mais nous n'avons pas eu le temps de vous présenter cette exposition qui se tient actuellement à Toulon. Autour de l'empereur, une exposition qui mêle l'histoire et l'art contemporain. Thomas Bernabé. Napoléon Bonaparte mise à l'honneur au sein de la galerie des musées à Toulon. Dans le cadre du bicentenaire de sa mort, une exposition sera bientôt visible pour les habitants afin de retracer son lien avec Toulon et le Var. Il a eu une histoire à Toulon, il a eu une histoire à La Valette, il a eu une histoire à Antibes qui était varois, il a eu une histoire dans le département, à la Seine et ailleurs, bien sûr. Napoléon est né en Corse, que je sache, il y a 1 million de personnes qui passent par Toulon pour aller en Corse, donc à l'époque, on allait en Corse aussi par Toulon. Son arrivée à Toulon, son départ pour la campagne d'Égypte ou son arrivée sur l'île d'Elbe sont autant de faits qui auront marqué l'histoire et son lien avec le département. Loin des œuvres historiques, cette exposition donne un ton plus contemporain à l'empereur grâce aux travaux de l'artiste Jean Godertor. La construction du mythe napoléonien est quelque chose qui touche encore aujourd'hui la création contemporaine, en dehors de toute polémique évidemment. On connaît l'ampleur du personnage historique, ses immenses qualités, ses défauts, etc. Ce qui n'empêche pas de réfléchir sur l'histoire et de la trace qu'elle laisse. Aujourd'hui aux Invalides par exemple, il y a une exposition sur Napoléon, mais il y a aussi une exposition d'artistes contemporains qui retravaillent le mythe, qui s'appelle Napoléon encore d'ailleurs. Donc vous voyez que l'art contemporain et les artistes contemporains, les designers, les musiciens, etc., c'est un thème inspirant et donc évidemment ça peut toucher d'autres publics que uniquement un public pointu, spécialisé en histoire, etc. L'exposition labellisée par la Fondation Napoléon sera visible dès le 19 mai prochain et jusqu'au 12 juin, une façon de célébrer la réouverture des musées et des lieux culturels qui nous ont tant manqué. Voilà pour ce sujet donc consacré à Napoléon Bonaparte, l'empereur dans notre région et à Toulon. Je vous rappelle que Thierry Mariani et Alexandra Masson, tête de liste dans les Alpes-Maritimes, étaient nos invités au début de ce grand direct, émission que vous pourrez revoir dès demain en replay sur notre site internet. Les têtes de liste sont donc toutes connues pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en tout cas du côté du Rassemblement national et de la droite
populaire. Interview complète d'une demi-heure que vous pourrez retrouver en rediffusion, bien sûr sur nos antennes, mais aussi donc à disposition sur nos différentes plateformes, notamment notre site internet. Voilà, c'est la fin de ce grand direct. On se retrouve demain. On parlera aussi de politique demain, mais un peu plus à gauche du spectre. On vous en dira plus dans la journée. Merci à vous. Merci évidemment à Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Dehé, Fabrice Justo, Philippe Collet et Stéphanie Mossman. À demain.